Grève générale, une histoire belge. En fait, si nous traitons aujourd'hui de la grève générale, je crois que c'est pour trois raisons. Un, l'actualité récente belge, européenne, a remis la question de la grève générale à l'ordre du jour. Pas comme une question académique, pas comme une question abstraite, ou simplement théorique, mais comme une question qui est vraiment au cœur des luttes sociales d'aujourd'hui. En Belgique, les 6 semaines de lutte en novembre et décembre, les grèves tournantes de 24 heures, la grève générale du 15 décembre, a mis la grève générale au goût du jour. En Europe, il y a quelques années, en 14 novembre 2013, il y a eu une tentative de grève générale européenne dans nombreux pays européens. Il y a eu la Grèce et plus de 30 grèves générales en 3 ans, dont 2 ou 3 étaient des grèves de 48 heures, les autres étaient des grèves de 24 heures. Puis il y a aussi, en général, plus généralement, la montée des luttes dans le sud de l'Europe, sous la forme de grèves de masse. Et même dans le nord de l'Europe, des premiers frémissements dans le sens d'une grève générale, comme en Norvège. La fin du mois de janvier, il y a eu une grève générale de 2 heures, de 14 à 16 heures de l'après-midi. Et dans le monde, je crois la grève générale est aussi dans l'actualité. Lorsqu'il y a eu les mouvements Occupy aux États-Unis, les activistes Occupy se sont posé la question, est-ce qu'il ne faudrait pas envisager une general strike pour mettre à bas Wall Street et le gouvernement de Wall Street. L'Indonésie, l'année passée, a connu sa première grève générale en 50 ans. Et puis, oui, les révolutions arabes, comme en Tunisie ou en Égypte en 2010 et en 2011, la grève générale, organisée par les travailleurs et par les syndicats de travailleurs, était vraiment le dernier acte qui a abouti à la chute et à la fuite des dictateurs en Tunisie, Ben Ali, et a réussi à faire renverser Moubarak au Caire. Et puis l'année passée, il y a eu aussi une grève générale au Maroc. Donc la grève générale, elle s'impose dans nos discussions, dans notre activité, par son actualité et par sa centralité aujourd'hui dans toute une série de luttes sociales. Une deuxième raison pour laquelle je crois la grève générale est au centre de nos débats, c'est que la grève générale est surtout la grève générale à durée illimitée, celle qui ne se limite pas simplement à une grève de 24 heures, ni même à 48 heures. La grève dont ici en Belgique on dit c'est une grève au finish, pour utiliser le mot anglais, mais est une des formes la plus probable que peut prendre une révolution socialiste en Europe. Et au début du mouvement ouvrier, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, la question de la grève générale était débattue intensément par le mouvement ouvrier, par des militants ouvriers, par des militants syndicaux, par des militants politiques. C'était débattu intensément comme une question théorique dans la lutte pour le changement de société. Et la troisième raison, ça peut paraître surprenant, pas seulement pour des jeunes camarades, mais même pour des camarades plus expérimentés, c'est que la Belgique a une grande tradition de grève générale. En fait, la première grève générale en Europe a eu lieu en Belgique. C'est pas un hasard, parce que c'est en Belgique que se concentre, à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, une classe ouvrière industrielle très très importante. En Flandre, en particulier autour de Gand et Anvers, en Wallonie autour de Liège, Charleroi, Mons, Borinage et Hainaut. Et la Belgique est à la fin du 10e siècle, début du 20e siècle, est la deuxième puissance industrielle au monde. Après l'Angleterre. C'est, en fait, après l'Angleterre, la Wallonie en particulier, et les centres urbains comme Gand et Anvers ont été les premières régions à être industrialisées sur le continent. Les premières grèves générales en Belgique ont été durement réprimées par l'armée et par la gendarmerie. Je vais en citer quelques-unes. La première vraiment grève générale qui est reprise en tant que telle date de 1886.
une grève qui a commencé comme une commémoration de la Commune de Paris, qui avait eu lieu 15 ans auparavant. Quelques années plus tard, en 1893, une grève générale pour le suffrage universel, qui durera 7 jours et qui s'étend dans tout le pays. Début du XXe siècle, en 1902, à nouveau une grève générale qui dure 7 jours partout dans le pays pour mettre fin au système du vote plural en Belgique. En 1913, à nouveau une grève pour mettre fin au vote plural qui durera 10 jours. Et entre les deux guerres, entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, on va assister à des grèves encore plus importantes, avec une plus grande ampleur. Par exemple, en 1932, une grève qui commence dans les régions minières du pays. D'abord au Hainaut, Mons, Charleroi, où les mineurs demandent une augmentation de salaire. Une grève qui commence de façon spontanée, mais qui prend très vite des proportions insurrectionnelles. Cette grève va durer 30 jours. 1936, fameuse grève générale qui va aboutir au premier congé payé, un peu en imitation de ce qui se passe en France. Cette grève générale durera entre 20 et 30 jours. Elle obtiendra la réduction de temps de travail, la reconnaissance des syndicats et d'autres avantages. Elle commencera d'ailleurs à Anvers, suite à l'assassinat de 2 militants du syndicat de transport, syndicat socialiste de transport, Pot en Grijp, qui seront assassinés par des fascistes. Pot en Grijp étaient les dockers. Les dockers lancent une grève générale de 24 heures qui s'étend rapidement au Hainaut et au reste du pays. Puis après la Seconde Guerre mondiale, on a eu la fameuse grève sur la question royale, au moment du référendum, pour savoir si le roi Léopold III, qui était le roi avant la Seconde Guerre mondiale, mais qui était fortement identifié avec la droite, même l'extrême droite, qui avait exprimé ses sympathies avec Hitler et le fascisme, qui, pendant que le peuple belge souffrait sous la botte de l'occupation fasciste, allait se marier allègrement. Et donc, un référendum avait été organisé à ce moment-là, en 1950. Une majorité de travailleurs dans les grands centres urbains votent contre, mais la majorité, quand même, de la population vote pour le retour de Léopold III. Ça aboutit tout de suite à des grèves spontanées, d'abord en Wallonie, dans les grands centres urbains, mais à nouveau aussi à Anvers et Gand, qui durera 6 jours, et aboutira en fin de compte au fait que Léopold III ne se présentera plus comme roi. Puis il y a 1960-61, ça c'est la fameuse grève du siècle, la grève générale de 60-61, contre une loi unique, qui est une loi de régression sociale, que les gens allaient appeler à l'époque la loi inique, la loi inégale, la loi injuste, mais qui était aussi une grève générale, pas seulement contre quelque chose, mais pour ce qu'ils appelaient des réformes de structure anticapitalistes. Le contenu politique de cette grève est fortement influencé par une radicalisation dans le mouvement syndical qui date des années 50 et qui va aboutir à ce qu'ils appellent un programme de structure anticapitaliste. Cette grève va durer 34 jours partout dans le pays. Ce sera la grève de 1 million de travailleurs. Puis plus tard, dans les années 80, on assiste aussi à plusieurs grèves. Je ne vais pas tous les énumérer, mais les plus importantes, c'est celle des services publics. En septembre 83, qui va durer 2 semaines, qui commence spontanément à l'initiative des cheminots de Charleroi, qui va s'étendre à tous les services publics, tous les transports publics. Toute la Belgique des services publics sera paralysée et qui commencera aussi à avoir un écho dans le secteur privé. Même chose en mai-juin 86, dans le secteur public d'abord et puis dans le secteur privé. Il y a eu une série de grèves en 2005 aussi, 2012 aussi, une grève générale. Tout ça pour dire que parfois on se plaint, on entend des gens se plaindre, oh, la Belgique, les Belges, ils bougent jamais. La Belgique n'a pas la combativité des autres pays. C'est un commentaire qui est basé surtout sur l'ignorance de sa propre histoire. Parce que nous sommes les plus combatifs. Une histoire qui n'est pas enseignée, qui n'est pas transmise dans le mouvement syndical, qui ne fait pas partie d'un programme de formation des délégués, ni à la CGSP, ni à la CSC, ni à la FGTB, nulle part. Alors, qu'est-ce qu'une grève générale? On a déjà quelques idées, avec les exemples que je viens de citer. Je crois qu'une grève générale, c'est beaucoup plus qu'une grève large.
Vraiment, une grève générale, on pourrait penser, c'est une grève générale où tout le monde fait grève, où 100% des travailleurs font grève. Mais cette grève générale, elle n'existe pas. Elle n'a jamais existé, je ne crois pas qu'elle va jamais exister, une grève générale où tout le monde fait grève. Même la grève, qui est un peu le modèle de grève générale, celle qui a duré 5 semaines de 60-61, mais n'a regroupé qu'au mieux 1 million de travailleurs. C'est énorme, c'est un énorme poids dans la société, mais il y avait aussi à peu près le même nombre de travailleurs qui n'ont pas participé à la grève à ce moment-là. Donc je crois que la première caractéristique d'une grève générale, c'est qu'elle est ce qu'on appelle interprofessionnelle dans sa participation et dans ses objectifs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'elle ne se limite pas à un secteur de l'économie ou un secteur de l'industrie. C'est qu'elle recouvre tous les secteurs de l'économie, du privé et du public, dans sa participation et aussi dans ses objectifs. C'est des objectifs communs. C'est aussi bien un métallo d'Audi comme un nettoyeur de Euroclean qu'une infirmière à l'hôpital de Saint-Gilles ou une aide pharmacienne au Home-Letilleul qu'un traminot ou qu'un employé de l'un ou l'autre ministère se sentent motivés à participer à une grève autour de mêmes objectifs. Flamands, francophones, bruxellois, belges immigrés, tous dans un même élan d'action sociale. Deuxième chose, et c'est beaucoup moins saisissable, donc deuxième caractéristique d'une grève générale, c'est l'atmosphère générale dans le pays. C'est que l'atmosphère générale dans un pays, au moment de grève générale, est celui d'un affrontement global entre les classes, entre nous et eux. Et je crois que c'est quelque chose qu'on a vu très fortement en novembre et en décembre. L'élan, c'était nous, ceux d'en bas, le peuple organisé, salarié, contre le gouvernement et le patronat. Je crois que c'est quelque chose de très important. Ça ne se limite pas seulement à un secteur du patronat, mais à tout le secteur du patronat, pas seulement une partie du gouvernement, mais tout le gouvernement. Tous contre tous, d'une certaine façon, eux contre nous. Troisième caractéristique d'une grève générale, c'est le caractère politique d'une grève générale. C'est que, mais là il faut faire attention quand on essaye de définir une grève générale à son caractère politique. Rarement, au fait, le caractère politique d'une grève générale ne peut pas être, ne découle pas nécessairement des revendications articulées consciemment par les gens qui y participent. Mais la situation objective, les effets de cette grève sont clairement politiques. Il est certain que, par exemple, dans la grève générale du 15 décembre ou les grèves régionales qui ont précédé, beaucoup de gens ont pensé non, c'est pas politique, non, on ne fait pas de politique. Mais en fait, ils font de la politique. Parce que tu t'opposes au gouvernement, tu fais de la politique. Objectivement, c'est une remise en cause de la politique menée par ce gouvernement. Et en ce qui concerne les grèves du 15 décembre ou du 8 décembre ou d'autres grèves à ce moment-là, ça va plus loin que le gouvernement. C'est une remise en cause de toute une série de valeurs de ces sociétés. C'est un rejet de la société actuelle. En 1936, en France, quand il y a eu la grève au mois de juin, qui s'est accompagnée d'occupation massive d'entreprises, il n'y avait pas de revendication politique. Mais l'atmosphère générale dans la société était celui d'un rejet du système. C'est très important de signaler ça. On peut se poser la question, comment est-ce que les grèves générales se déclenchent, comme 1936, comme mai 68, comme 60-61. Rosa Luxembourg, qui a écrit tout un livre sur grève de masse, syndicats et politique. À un moment donné, en fait, l'histoire se moque des bureaucrates amoureux de schémas préfabriqués. Il n'y a pas de schéma préfabriqué pour pour étudier comment une grève générale se déclenche. Mais certes, il y a des éléments dans le pays qui tendent vers un affrontement global entre les classes sociales et qui, à un moment donné, peut se transformer en grève de 24 heures, 48 heures ou même une grève
à durée indéterminée. Une autre caractéristique d'une grève générale, c'est que pendant une grève générale, l'économie est paralysée. Comme on avait écrit à l'occasion du 15 décembre, rien ne bougeait le 15 décembre, que ce soit par l'eau, donc ni les canaux, ni à la côte belge, ni au port d'Anvers. Rien ne bougeait ni par l'eau, ni par la route, ni par l'air, littéralement. C'est-à-dire ce jour-là, et il fallait jeter un regard vers le ciel bleu. On n'était pas si bleu le 15 décembre, mais tu ne voyais pas d'avion décoller, ni de Bruxelles National, ni d'aéroport d'Ostende, ni de Liège, ni de Charleroi. Les seuls avions qui pouvaient encore voler au-dessus de la Belgique, c'était ceux de la force aérienne, c'était les F-16, mais tu ne les voyais même pas. Et donc, c'est une caractéristique d'une grève de 24 heures, et c'est d'abord dans ce sens-là que cette grève-là, ce type de grève-là est très importante, c'est qu'elle montre la force des travailleurs. C'est que rien ne bouge sans les travailleurs. Rien. Rien ne bouge sans la décision des salariés. Un autre effet d'une grève générale, c'est l'unité. Aussi bien des Ostendais que des Liégeois, aussi bien des gens de Bastogne que de Courtrai, qui ne se connaissent pas, font la même chose le même jour. Faire grève. C'est extraordinaire. Ça nécessite un degré d'organisation et de conscience assez élevé pour arriver à ce type d'unité, de convergence. Et souvent, les grèves de ce type-là, lorsque les salariés et leurs syndicats montrent une voie en avant par la lutte, entraînent dans son sillage d'autres groupes de travailleurs qui d'habitude sont moins organisés. Les jeunes, des étudiants, les lycéens. On a vu il y a plusieurs piquets le 15 décembre, le 8 décembre, des jeunes, des lycéens participer, se montrer, exprimer leur solidarité. On voit aussi des secteurs précarisés, très peu organisés, mal organisés. Les travailleurs sans papier sont venus à plusieurs manifestations au mois de novembre et décembre. Et aussi, il peut entraîner dans son sillage des groupes qui d'habitude voient avec une certaine méfiance le mouvement syndical en action. Tous ces milieux culturels, artistes, etc., qui aujourd'hui, oui, se sont organisés dans Hart boven Hart et toute autre chose, qui ont leur spécificité. Il y a un fort élément de boboisation. Ce sont des bobos. En partie, ce sont des bobos. En partie, mais c'est surtout, ça indique une politisation de secteurs qui d'habitude ne le sont pas. Et qui font des types d'actions qui d'habitude est rejeté par ce milieu-là. C'est ce qu'on a vu aussi avec les grèves du 15 décembre. Donc la grève de 24 heures montre la force des travailleurs que rien ne bouge dans ce pays sans l'autorisation des travailleurs. C'est que nous avons le pouvoir, nous pouvons être unis au-delà des frontières linguistiques, culturelles, origines, professionnelles, etc., d'études, tout ça. Et en même temps, une grève de 24 heures, pour faire plier un gouvernement ou faire tomber un gouvernement, est rarement suffisant. Nous, ce qu'on avait dit après la grève de 24 heures du 15 décembre, il faudrait faire un nouveau plan d'action et proposer une grève de 48 heures. Et si la grève de 48 heures ne fait pas encore plier le gouvernement, il faut penser à une grève de 72 heures. Et si 72 heures est insuffisant, il faut à ce moment-là lancer le mouvement pour une grève à durée illimitée. Ce qu'on a vu en Grèce pendant 3 ans, c'est une succession de grèves de 24 heures qui, après 2 ou 3 grèves de 24 heures, deviennent contre-productifs. Je me dis, pourquoi si je participe pour une grève de 24 heures si les 3 autres n'ont abouti à rien? Mais pourquoi si je ferais une 5e, une 6e, une 7e? Il y a eu des participations, mais l'élan, elle n'est pas le même. Tu n'as plus l'espoir ni la possibilité de vraiment avoir une prise sur les décisions. À ce moment-là, une succession de grèves de 24 heures dans un délai de 3, 5, 6 ou 7 mois ou un an devient contre-productif, devient un élément pour démobiliser les gens. Comme je disais tout à l'heure, une grève générale illimitée est une des formes probables qu'elle peut se manifester dans un pays comme la Belgique, une révolution sociale, une révolution socialiste. On a vu ça en France, juin 1936,
objectivement, en fait, les travailleurs avaient le pouvoir encore plus que dans la grève de 24 heures que nous on a connue, ou encore pendant la grève de 60-61, en occupant, on va dire, toutes les entreprises. Mais 68, c'était encore, enfin, ça c'est vraiment la grève générale qui était le plus loin dans sa défiance du système, pas seulement politique mais économique, où 10 millions de travailleurs occupaient leur usine pendant 3 ou 4 semaines. Non seulement les entreprises étaient paralysées, mais un patron ne pouvait rentrer ni sortir de l'usine. Enfin, ils avaient éjecté. Ouais. Et en Belgique, en 60-61, cette fameuse grève de 5 semaines, on voit aussi le pouvoir des travailleurs. Il y a des anecdotes comme ça, comme à Liège, pendant la grève de 60-61, les curés demandent l'autorisation aux syndicats, en particulier le FGTB, à la Maison du Peuple d'Herstal ou d'une autre ville, la ville de la banlieue rouge, demandent l'autorisation pour pouvoir faire une messe. Vous savez, les syndicats avaient décidé, plus rien ne bouge, aucune activité sociale, économique et culturelle dans le pays. Et le curé venait demander l'autorisation pour faire une messe qu'il avait reçue. Ça montre qu'il y a le pouvoir à ce moment-là. Souvent, ce pouvoir, il existe objectivement, il est là, il est réel, mais rarement, les gens qui y participent sont conscients de ce pouvoir. Et savent l'organiser, ce pouvoir. En fait, on arrive à une situation qu'on appelle, en termes marxistes, situation de dualité de pouvoir, de double pouvoir. D'un côté, tu as le gouvernement, le patronat, qui a encore formellement les rênes politiques et économiques en main, qui reste propriétaire des entreprises, propriétaire des moyens de production. Le gouvernement reste toujours à la tête du pays et de l'État, mais il ne sait plus agir, comme avant, est paralysé au fait. Il peut ordonner tout ce qu'il veut, rien ne se fait. Il peut dire arrêtez la grève, mais rien ne se fait. Et en même temps, le mouvement des travailleurs a le contrôle du pays, mais les deux pouvoirs se regardent en chien de faïence. Dire, nous on a le pouvoir et vous avez aussi le pouvoir. Et si l'un ne bouge pas, pendant une période, les deux ne bougeront pas. Et il y a une situation d'équilibre dans le pays, ce qu'on appelle une situation de dualité de pouvoir. Parce qu'en fait, une grève générale, surtout une grève générale qui va au-delà de 24 heures, une grève générale comme 60-61, comme mai 68, comme juin 36, pose la question, dans la tête de centaines de milliers de millions de personnes, du pouvoir économique et politique. Qui a le pouvoir? Pas sur base de lecture de tracts, de nos tracts ou de nos livres ou de nos brochures, mais sur base de merde. En fait, on n'a pas besoin des patrons. À quoi ils servent, en fait? On ne sait pas très bien, oui, on sait à quoi ils servent. À ramasser le fric que nous produisons. D'ailleurs, c'était remarquable pendant les grèves de novembre-décembre. À chaque fois, à chaque grève, le patronat sortait avec des chiffres faramineux sur cette grève. Cette grève a coûté autant de millions ou autant de milliards d'euros. Et les syndicats étaient un peu sur la défensive dès qu'ils entendaient ça. Les dirigeants syndicaux disaient oui, mais enfin, il ne faut pas exagérer, etc. etc. Mais en fait, à leur place, je dirais mais c'est formidable. Ça montre que sans nous, vous n'avez pas créé de richesse. Vous avez des belles machines, vous avez des beaux bureaux, vous avez des ingénieurs, vous avez des psychologues, vous avez un service de ressources humaines, vous avez des camions, vous avez des belles voitures, etc. Mais tout ça, sans nous, ne fonctionne pas. Et donc, c'est des exemples très, très frappants de qui crée véritablement la richesse. Et ça, c'est pas seulement les petits groupes de marxistes qui se rendent compte de cela, mais des dizaines de milliers de personnes peuvent se rendre compte de ça, ou un groupe encore plus grand, c'est nous qui créons les richesses. Sans nous, rien ne bouge et aucune richesse n'est créée. Donc, une grève générale pose la question du pouvoir, mais ne répond pas automatiquement à la question comment organiser ce pouvoir des travailleurs, comment organiser le pouvoir du peuple d'en bas contre le patronat et le gouvernement. Je vous dis quelque chose, je fais un petit détour sur la conception anarchiste de la grève générale. Ces anarchistes, ou les tendances qu'on appelle anarcho-syndicalistes, ont une vision particulière de la grève générale. Eux, ils s'imaginent que la grève générale,
en soi, peut changer la société. On parle du jour où tout le monde se croisera les bras et où le système s'écroulera simplement par une grève générale de plusieurs semaines. En fait, ce qui sous-estime, c'est que, à part l'économie, à part les entreprises, il y a aussi quelque chose comme l'État. Il y a aussi quelque chose comme le gouvernement, il y a aussi quelque chose comme l'appareil d'État, la police, la justice, l'armée, le rôle des médias aussi, je veux dire qu'il ne faut pas sous-estimer, mais surtout celui de la police, de l'armée et d'autres forces de répression, qui certes sont affectées par une grève générale. Souvent, par une grève générale, on voit une partie de l'armée ou de la police hésiter ou choisir le camp des travailleurs. Ils refusent d'être engagés dans la répression. Mais souvent, on voit que la répression, dans une grève générale, elle se fait peut-être au début. Quand le gouvernement dit on va les réprimer. Et avec le bâton, ils vont comprendre, ils vont rentrer travailler, ils rentreront bien à la maison. Ils se rendent compte que c'est un effet contraire et ils ne l'utilisent plus. Et puis, quand la grève s'épuise, par manque de perspective de pouvoir politique, la répression entre à nouveau dans le jeu de la lutte des classes. On a vu pendant la grève générale de 60-61, c'est que la répression, l'envoi de l'armée, l'envoi de la gendarmerie, les morts tués par la gendarmerie, on les voit en fin de grève générale. Et pas au début de la grève générale. Avec l'idée que, c'est la conception anarchiste, une grève générale, en se croisant les bras, le système va s'écrouler, ou simplement en contrôlant les usines, que ce serait suffisant de changer la société sans réfléchir, sans penser par quoi on va remplacer les organes, les institutions politiques de la bourgeoisie, de ceux qu'on combat. Ce qu'on voit, c'est typique pour des phénomènes de grève générale longue, de plusieurs semaines, c'est que naissent aussi, pas seulement les syndicats grandissent, les syndicats gagnent en influence, des milliers de personnes rejoignent, les syndicats deviennent actifs, deviennent militants dans une grève générale comme ça, surtout ceux qui ne l'étaient pas avant, tout d'un coup se découvrent un militantisme nouveau, mais naissent aussi des nouveaux organes de lutte, qui sont des organes d'abord de coordination de la lutte, entre syndicats, entre entreprises. Dans les syndicats, à l'intérieur des syndicats, il y a des structures très lourdes, des structures qui sont des murs, en fait, entre syndicats, presque des juridictions séparées. Par exemple, les cheminots vont pas se mêler d'un problème dans une usine de chocolat, par exemple, de Godiva. Et les ouvriers ou les syndicats de l'alimentation ne vont pas se mêler de ce qui se passe chez les cheminots. C'est vraiment des murs. Dans une grève générale, ces murs tendent à s'écrouler, à disparaître. Les gens disent c'est une vieille structure, ça ne sert à rien. Ce sont des obstacles à l'unité. Et on voit se réaliser des comités, des bien formels, semi-formels entre entreprises. Il y a des comités de liaison qui s'établissent d'abord pour organiser la lutte, pour la rendre plus efficace, pour la communication, via des piquets volants, maintenant ce seront des sites web, des blogs, des hashtags pour essayer de rassembler l'info via les smartphones, via Twitter, etc. Mais aussi des réunions physiques où les gens se réunissent et décident du cours de l'action de grève, en disant oui, cette usine a besoin d'aide parce que là ils ont des problèmes avec les briseurs de grève, là il y a le patron qui hop, on va pas attendre les consignes du permanent syndical ou du secrétaire général, hop, on prend nous-mêmes l'initiative. Et souvent, dans une grève, la fonction, le territoire, la juridiction, pour utiliser ce terme-là, juridiction politique et syndicale, de ces comités s'étend. On a vu ça, c'est très spécifiquement pendant la grève générale de mai 68 en France, dans une ville comme Nantes, où
est né ce qu'on appelle la commune de Nantes. En comparaison, ce qui s'est passé là-bas avec la commune de Paris de 1871. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est que une grève générale qui dure plusieurs semaines. Ok, certains sont préparés peut-être à la grève générale et on fait des courses à l'avance. Hein. On va acheter seulement de sucre, de lait, etc., etc. Mais après une semaine ou deux, le Deleuze est fermé. Ok, nous on est pour la continuation de la grève, mais on veut aussi manger. Un gréviste qui ne mange pas, c'est un gréviste affaibli. Et donc il faut organiser la distribution de l'alimentation, il faut organiser un transport. Et souvent on voit à ce moment-là, et c'est passé à Nantes, les paysans, en mai 68, c'était au mois de mai, c'était pas encore le début de la récolte, mais il y avait des premières récoltes, ils voulaient, vendre leurs produits. Ils disent, mais si vous faites grève pendant 3-4 semaines, nos produits ils pourrissent dans les entrepôts. Et ils avaient contacté les syndicats. Ils regardaient, est-ce qu'on ne pourrait pas s'arranger pour qu'on puisse distribuer la nourriture à la population de Nantes, mais sous contrôle des syndicats. Ça s'est passé. Et même pour assurer qu'il n'y ait pas de spéculation ou de prix excessifs dans les magasins, les syndicats venaient contrôler dans tous les magasins. Il y avait une alliance paysans-ouvriers, paysans-syndicats, mais qui faisait au fait que les syndicats et les paysans devenaient une partie de l'économie, ceux qui contrôlaient l'économie, pas seulement dans le sens où ils paralysaient l'économie, mais la remettaient en marche à nouveau pour pouvoir maintenir la grève. Pas pour arrêter la grève, mais pour maintenir la grève. Ce qu'il aurait fallu à ce moment-là, mai 68, c'est la généralisation d'expériences comme à Nantes en 68. C'est qu'il y a partout des types de communes de Paris, de comités de coordination pour le transport, pour l'approvisionnement, pour toute une série d'autres fonctions économiques qui avaient été mises à l'arrêt grâce à la grève, et que ces comités, élus démocratiquement dans les quartiers, dans les écoles, dans les universités, dans les magasins, dans les entreprises, se réunissent à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'une région, et se coordonnent aussi à l'échelle de tout le pays, et puissent devenir le gouvernement alternatif. Et là, on voit vraiment comment un pouvoir alternatif des travailleurs en lutte peut s'organiser à la place de l'État. Encore certaines dernières choses. Je voudrais dire aussi, c'est que beaucoup de grèves générales, qu'on a connues, n'ont pas abouti, n'ont pas réussi ou bien renverser le régime. Ça va. N'ont pas abouti à renverser le régime, ou pas réussi à obtenir leurs revendications. Il y a plusieurs raisons pour ça. Plusieurs raisons. La première raison, c'est l'absence d'une véritable direction révolutionnaire préparée, qui comprenne les enjeux d'une grève générale et soit préparée de façon organisationnelle, politiquement, aux enjeux de la révolution. Je ne veux pas dire par là que les gens n'apprennent pas. Les gens apprennent énormément dans une grève générale. Il y a une formidable accélération de l'apprentissage politique. C'est une semaine ou 2 semaines de grève générale, ça vaut 4 années de Sciences Po. Pour ainsi dire. Catalyseur. Hein? Oui, tout à fait. Voilà. Merde, qu'est-ce que j'ai perdu comme temps pendant 4 ans? Mon papa et ma maman auraient dû m'envoyer une grève générale pendant 2 semaines et j'aurais eu mon diplôme. Ton bachelor, hop. Tout de suite. Mais c'est vrai que un jour de grève générale, disons, ou l'expérience du 15 décembre, ou la première manifestation à laquelle toi tu as participé, ça vaut 5 ans d'expérience politique, là où il n'y a pas de lutte. Lénine, qui est un grand théoricien marxiste, qui a écrit toute sa vie militante, pratiquement 52 volumes, de textes, d'articles, de livres, était le premier à dire, c'est que 1 gramme d'expérience vaut plus qu'une tonne de théorie. Ça ne plaide pas contre la formation politique, ça ne plaide pas contre la formation théorique. C'est vrai que l'expérience elle-même est une grande source d'apprentissage et de conscientisation, mais pendant une grève générale de ce type-là, je crois que les gens apprennent très vite, mais le temps joue contre nous.
un moment comme ça. C'est que on ne peut pas improviser pendant une grève générale. On ne peut pas essayer de trouver ou inventer les solutions à nos problèmes si on ne les a pas bien étudiés à l'avance. On peut les trouver au moment même, mais souvent on perd du temps. Et le temps est un élément crucial, je veux dire, dans une situation de grève générale. Deux exemples. En Italie, juste après la Première Guerre mondiale, 1920, il y a eu la grève, surtout dans le nord de l'Italie. Les travailleurs occupaient les entreprises, il y avait les conseils d'usine, Consigli di Fabbrica, qui contrôlaient, on va dire, toutes les villes industrielles du pays. Et le gouvernement s'est réuni à ce moment-là. Et avec le patronat, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il y en a un qui a dit, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de ne rien faire. Parce que je connais, il était un des dirigeants du gouvernement ou du patronat, il disait, je connais les dirigeants du mouvement socialiste, je connais les bureaucrates syndicaux. Ils ne veulent pas nous renverser. Et donc, on ne fait rien. Si on fait quelque chose, on va radicaliser, on va les pousser plus loin. On ne fait rien. La même chose, ou quelque chose de similaire, s'est passé en 1926, la grève générale en Grande-Bretagne. C'est une grève générale autour des mines, de l'industrie et du transport, qui a duré plusieurs jours. Et le Premier ministre, à ce moment-là, a convoqué les dirigeants syndicaux et les dirigeants du Parti travailliste. Et il leur a dit, littéralement, c'était repris après dans ses mémoires, et les historiens ont retrouvé ça dans les archives, il leur a dit littéralement, vous avez le pouvoir, en fait, je ne peux rien faire contre vous. Mais si vous n'êtes pas prêt à me renverser, à prendre le pouvoir à ma place, dit-il, je vais rester en place et je vais arrêter la grève. Et les dirigeants syndicaux ont dit non, mais notre objectif n'est pas de changer la société, notre objectif n'est pas de faire une révolution. Et donc, souvent, les dirigeants syndicaux, les dirigeants politiques réformistes qui se trouvent à la tête de grève générale ne veulent pas aller jusqu'au bout de leur grève générale et vraiment faire une révolution socialiste. C'est pour ça qu'il faut préparer une direction révolutionnaire qui soit prête à les remplacer à ce moment-là, à les mettre de côté et être une direction comprise et alternative pour la masse des gens. La plupart des dirigeants syndicaux, même dans les luttes actuelles, ont peur de leur ombre, s'identifient avec le système et s'y plaisent, s'y vautrent, sont devenus un pilier du système. C'est vrai, ils sont en opposition à la droite, mais ils sont un pilier du système. Certes, à un moment, comme une grève générale, la direction ou les dirigeants syndicaux se divisent à une gauche et une droite, une qui veut aller plus loin, une qui veut rester la situation d'avant, grève générale, etc. C'est pour ça qu'il faut lutter pour la démocratisation des syndicats sous le contrôle des travailleurs, des dirigeants sous le contrôle des travailleurs révocables, élus, mais aussi, dans certains moments, prendre des initiatives pour la création de comités d'action, comme ça s'est fait à Nantes, ou à d'autres moments. Je me rappelle en septembre 83, ou en mai-juin 86, ici, quand j'ai délégué CGSP, on a mis sur pied, il s'appelle aussi à Anvers, mais à Bruxelles et à Ostende, et à Liège, des comités d'action intersectoriels, qui n'étaient pas un organe officiel du syndicat, mais qui regroupait tous les délégués des services publics de Bruxelles. On organisait tous les jours des assemblées, des réunions, et nous décidions tous les jours ce qui allait se faire. Et tu avais les permanents qui venaient et qui demandaient l'autorisation pour venir parler. T'imagines Bordoux, à l'époque, le Knappenberg d'aujourd'hui, il venait à la rue du Congrès, parce qu'on se réunissait rue du Congrès, parfois place Fontenas. À la fin de la réunion, il venait timidement, normalement personne ne le connaissait, il dit je suis votre dirigeant, je suis votre secrétaire général. Ah oui, c'est qui toi? Je voudrais dire quelque chose. Non, t'as rien à dire, on t'a jamais vu, tu parles pas. Ça, c'est comment les rapports de force pendant une grève, une grève générale, peut changer. Donc pour finir, je crois que ceci, ce que je viens de dire, ne représente qu'une partie petite des enseignements très riches de l'histoire belge, européenne et internationale de grève générale. Je crois qu'il faut se réapproprier d'abord la connaissance de cette époque-là, savoir ce qui s'est passé,
ne pas seulement savoir, mais comprendre ce qui s'est passé. Et il faut se réapproprier aussi les débats théoriques de l'époque, surtout ceux de Rosa Luxembourg. C'est le livre sur la grève générale, mais aussi d'autres livres. Pourquoi s'approprier cette expérience, cette mémoire historique? Pour mieux préparer l'avenir, pour qu'on puisse jouer un rôle dans les mouvements de l'avenir. Et je crois que c'est en apprenant du passé, des victoires et des échecs, qu'on peut vraiment préparer l'avenir et surtout s'assurer que les prochaines grèves générales se transformeront